Paris, 1931. Une loi du Parlement français vient de confier à Marcel Griaule la direction d'une mission scientifique en Afrique. L'exposition coloniale va ouvrir ses portes. Allez, vous allez lire après moi. Oh, lis tout seul. Oh, lis ceci. Ah, plus fort. Ah, ça c'est. Oh, ça c'est. Ah. Georges-Henri Rivière est sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro. De temps en temps, il joue du piano au bœuf sur le toit. Le noir américain Al Brown est champion du monde poids coq. Le départ de Marcel Griaule est imminent. Il explique au boxeur son singulier projet. Explorer de Dakar à Djibouti ces civilisations africaines que l'Europe ignore ou méprise. J'avais à peine fini d'exposer dans ces grandes lignes les vues de l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger qu'Al Brown me proposait d'organiser un match au bénéfice de la mission. Cette étude des traditions, des usages, des techniques et des rites qui est l'objet des sciences ethnographiques ne sépare pas autant qu'on pourrait croire le chercheur qui s'y livre de l'homme de sport. Car le sport n'est-il pas au premier chef pétri de traditions, de techniques et de rites? Al Brown ne fait qu'une bouchée de son adversaire. La mission Dakar-Djibouti prend le large un mois plus tard, à Bordeaux, le 19 mai 1931. Elle s'apprête à parcourir 20 000 km, de l'Atlantique à la mer Rouge. Griaule espérait filmer le voyage. Il avait pressenti un jeune cinéaste débutant, Henri Storck. Storck hésite, car sa santé est fragile. C'est le premier rendez-vous manqué de l'ethnographie et du cinéma. Je pense que mon père, qui avait découvert le terrain en Éthiopie, a voulu à ce moment-là fonder en quelque sorte l'ethnographie française de terrain qui n'existait pas et faire de nouveaux terrains possibles. 4 mois après avoir quitté Dakar, la mission Griaule découvrait le pays d'Ogon dans l'actuelle République du Mali, alors colonie française. Parmi les compagnons de Griaule, André Scheffner, musicologue. Il vient d'écrire un livre sur Stravinsky. L'écrivain Michel Léris tient le journal de l'expédition. Il le publiera sans retouche ni censure sous le titre « L'Afrique fantôme ». En arrivant au pays d'Ogon, il note le 29 septembre 1931 « Formidable religiosité. Le sacré nage dans tous les coins. Rien ne rit plus ici, ni la nature ni les hommes. À Sanga, le chef Doumerou Dolo fait un accueil cordial à l'expédition. Les enfants accourent nombreux. Griaule se met à observer leur jeu. En 1931, quand Griaule est arrivé, j'avais l'âge de ces deux garçons. Je jouais les i.
Il m'a connu. Cet enfant deviendra le sergent Kogem et l'interprète de Griaule 15 ans plus tard. Les Dogons. Le jeu de 1 comporte 12 trous représentant les 12 mois de l'année. En jouant avec des graines, les enfants imitent le mouvement de Dieu dans l'univers. Ils déplacent les étoiles dans le ciel. Marcel Griaule revient chez les Dogons en 1935 avec une nouvelle équipe. Denis Paume et Deborah Lifshitz séjourneront 10 mois dans la falaise. Les masques préserveront longtemps leur secret. Marcel Griaule n'est encore qu'au début d'une enquête difficile. Fasciné, Griaule reprend l'étude des rituels en 1937 avec l'aide de Solange de Ganay et Germaine Dieterlin. De retour à Paris, il défend une thèse sur les masques Dogons à la Sorbonne. Il obtient le premier doctorat d'État en ethnologie. La guerre interrompt les recherches dans la falaise de Bandiagara, où l'ethnographie française est née comme entreprise collective. Dans le Paris vide de l'occupation allemande, en 1940-1941, le musée de l'homme était la seule porte ouverte sur le reste du monde. Une ou deux fois par semaine, avec Jean Sauvy et Pierre Ponty, nous quittions l'école des Ponts et Chaussées de la rue des Saints-Pères pour grimper à vélo, à travers les avenues silencieuses et mornes, la colline de Chaillot. Et, si l'on avait de la chance, cet après-midi, Marcel Griaule, à propos des champs de bataille d'Afrique, parlait pendant 1 heure des enfants Dogons qui jouaient avec des étoiles. À cette école buissonnière, hors d'une ville pestiférée, hors du temps de la honte, Germaine Dieterlin, à la lanterne magique, nous passait les photographies de pays perdus. L'irrationnel des sciences dites humaines était le contrepoint indispensable à la rationalité de nos disciplines d'ingénieurs. Et, à ce double collège singulier de la résistance des matériaux et du faux semblant des masques Dogons, nous nous sentions parfaitement à notre place, en marge. Aussi, quand les hasards de la fuite m'obligèrent à devenir ingénieur des travaux publics des colonies en Afrique occidentale, il m'a paru tout naturel d'aller bâtir des ponts au pays fantastique de la falaise de Bandiagara. Mais j'en étais bien loin. Il fallut apprendre à vivre dans une ville qui n'existait pas et qui s'appelait pourtant Niamey, capitale du Niger. Alors, comment ne pas avoir sombré dans le désespoir ? Comment avoir pu échapper à cette société coloniale qui n'avait d'autre dénominateur commun que l'arrogance et la médiocrité? Est-ce moi qui ai choisi mes premiers amis noirs? N'est-ce pas plutôt eux qui m'ont choisi? Ce fut Damouré Zika qui me fit découvrir le merveilleux africain. En août 1942, la foudre tua 10 manœuvres au point kilométrique 35. Damouré Zika me conseilla d'aller voir sa grand-mère, la vieille Kalia, cheftaine rituelle des pêcheurs Sorco de la région de Niamey. Kalia conduisit magistralement la cérémonie de purification. Une semaine plus tard, le jet du tonnerre frappait à nouveau et tuait un pêcheur Sorco sur le fleuve même dans sa pirogue. Je fis ma première enquête ethnographique
je l'envoyai à Marcel Griaule, à Paris. Germaine Dieterle me répondit aussitôt. Elle m'envoya un long questionnaire sur le génie de l'eau, et je me souviendrai toujours d'une des questions qui était posée. Est-ce que les victimes du génie de l'eau ont le nombril et les narines coupées? Sans trop y croire, j'allais voir la vieille Calia, et à ma grande surprise, elle me dit, mais bien sûr, mais si tu sais tant de choses, pourquoi m'as-tu fatigué avec des questions aussi simples? Mais vous savez bien, Jean, que à cette question, nous n'aurions même pas pu répondre. Nous venions de commencer une enquête, Griaule et moi, que nous avons continué très longtemps et qui n'est pas finie. J'ai envoyé le résultat de nouvelles enquêtes à Marcel Griaule à Paris. Il n'y eut jamais de réponse, et pour cause. En novembre 1942, les Alliés débarquaient en Afrique du Nord, coupant l'Afrique de la France occupée. À Dakar, je m'engageais dans les forces françaises et refaisais la campagne d'Allemagne. J'avais fait sauter beaucoup de ponts pendant la première manche de la guerre en 1940. Faire sauter des ponts comme premier travail d'ingénieur, ce n'est pas très beau. Je rentrais à Paris, où je retrouvais mes copains, mes camarades. Nous étions en colère et nous décidions que nous n'avions plus rien à voir avec notre propre société. Nous avons pu, en 1946, descendre le fleuve Niger depuis sa source en Guinée jusqu'à la mer en Nigeria. Fin novembre, nous faisons escale à Mopti et nous dirigeons vers le pays d'Ogon, où Marcel Griaule, que nous avions rencontré à Bamako avec son équipe, nous attendait. Le spectacle fabuleux de la falaise de Bandiagara était au rendez-vous. Là-haut, Marcel Griaule écoutait parler le vieil Ogotémélie, qui lui racontait la naissance du monde et la descente du ciel de l'arche des premiers ancêtres. C'est l'année où mon père, après l'interruption des années de guerre, retourne chez les Dogons et rencontre Ogotémélie. C'était un vieux chasseur aveugle avec lequel il a eu des entretiens qui ont duré 33 journées, au cours desquels Ogotémélie lui a révélé tout un nouvel aspect de la connaissance des Dogons, relative à la conception du monde, au mythe de création, etc. Alors, c'est ici qu'on travaille tous les jours, chaque matin. Voilà, Ogotémélie était assis là, Griaule était assis là, et moi là, ma place, j'étais ici. Wapo qui gagne là, vous dites. Voilà, vous. On gagne, c'est ça. Vous faites ça. Il dit, c'est pas très bien. Mais alors, Kogem, comment ça se passait? Vous avez commencé le premier jour par la création du monde? Non, parce qu'on l'a demandé comment le monde est créé. Oui. Alors, il nous a dit qu'il était revenu le lendemain. C'est Amadine Dolo, le chef de la Société des Masques, qui tient le rôle d'Ogotémélie. Le vieil aveugle est mort peu de temps après ses entretiens avec Griaule. Mais il vous a demandé de revenir le lendemain pour réfléchir ou pour penser ou quoi? Pour penser, réfléchir et demander l'autorisation aux vieux. Tout ce travail se faisait avec l'accord des vieux de Sangha? Ah oui, sans accord vieux de Sangha, il ne pourrait pas dire un mot. Entre autres choses, Ogotémélie a raconté à mon père la descente sur la Terre des premiers ancêtres de l'humanité, sur un objet qu'il a d'abord décrit comme une espèce de grenier, et dont la représentation est ce panier, qu'il faut regarder comme ceci, et qui est en fait l'image du monde, avec le carré du haut qui représente le ciel, et l'arrondi du bas qui est l'image de la Terre. Toi, tu as connu Griaule. Oui. Qu'est-ce que c'était, ce Griaule? Griaule était un homme terrible. 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 Pourquoi?
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faisait, parce que quand on dit qu'il y a des interdits, l'endroit qu'on n'entre pas, il rentre tout seul, il ne demandait pas à quelqu'un. Alors les gens étaient très étonnés. Très étonné. Et alors, les Dogons ont commencé à comprendre le travail qu'il faisait à quel moment? Ils ont reconnu son travail lorsqu'il a fait les barrages. La terre est rare sur l'aride falaise de Bandiagara, autant que l'eau. Lorsque Griaule proposa aux Dogons de construire un petit barrage sur la rivière Gona, ils allèrent chercher la terre très loin. Ils l'amenèrent dans des calebasses, portées sur la tête, et ils en revêtirent la roche nue. Ils couvrirent la pierre de champs d'oignons. Ils vendirent leurs oignons jusqu'à Bamako, la capitale, et plus loin encore. Nomo, le dieu d'eau, assisté par Griaule, leur fit gagner un peu d'argent. Très peu. En août 1951, je séjournais à nouveau chez les Dogons durant un mois. Un homme venait de se noyer, emporté par le génie de l'eau. On le retrouva, les narines et le nombril coupés. À la demande de Griaule, j'ai filmé l'enterrement dans la falaise. Moi, je regardais Marcel Griaule et Germaine Dieterlen travailler ensemble. Elle, Germaine Dieterlen, une sorte de pythonisse inspirée aux Non, hypothèses je ne suis pas fulgurantes. pythonisse inspirée. Ah, vous êtes quoi Je suis fille d'ingénieur, mais bien sûr, j'en ne sais Et pas. lui, Marcel Griaule, à la fois ordonnateur et ordinateur, travaillant avec ses informateurs en pratiquant la maïeutique socratique, et avec ses collaborateurs pratiquant la méthode des approximations successives. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était ça l'ethnographie, se défaire de ses propres systèmes de pensée pour mieux comprendre la pensée des autres. À Sanga, comme partout ailleurs en pays Dogon en ce début de janvier, les enfants mâles qui ne sont pas encore réellement des hommes ont crépi avec de la bouillie de petits milles l'autel appelé Muno. Le rite a lieu la nuit et les garçons injurient en termes obscènes les femmes qui n'osent s'approcher. L'autel évoque les positions du soleil au solstice d'été et au solstice d'hiver. C'est un sexe des nomogénitaux qu'on a sacrifié au ciel. Mais ces pierres blanchies par les enfants racontent aussi l'histoire des ancêtres, l'histoire du commencement. Nomo, l'ancêtre des hommes, était androgyne. Dieu lui trancha la verge, les testicules, le clitoris. Il le sacrifia et le fit renaître comme couple procréateur. Douama, Deniaba, Donama.